bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice, émission radio reportage VIP aujourd'hui avec la participation de Muriel que vous retrouvez le samedi sur notre antenne et Sandrine, reporter Avance, toutes les deux donc animatrices radio qui m'ont accompagné pour préparer ce reportage. Le jeudi 15 janvier de 16h à 20h a eu lieu une conférence sur le burn-out, ampleur et moyens de prévention. Cette manifestation a été organisée par le cabinet Technologia, l'Institut régional du travail d'Aix-en-Provence et l'EDEC Business School de Nice qui a accueilli les intervenants dans son campus. Cette conférence a permis de faire le point sur la question de l'épuisement professionnel et de ses conséquences et, deuxième objectif, d'analyser les conditions de prévention du burn-out dans les entreprises. Le public invité était composé de DRH, médecins du travail, membres des CHSCT, représentants du personnel et membres élus du CE. Durant cette émission radio, vous allez pouvoir écouter une partie de cette conférence afin de mieux comprendre ce syndrome d'épuisement professionnel qu'est le burn-out. Côté programmation musicale, dans cette émission, les artistes de notre radio associative ont répondu présents pour nous accompagner. Alvaro Esdras, Claude Formentin, DJ Wallace, M. Boudax, Sarah Champin, Pascal et Ludovic Formentin. Alors commençons tout de suite par une définition du burn-out. On a longtemps pensé que le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, était une maladie exotique qui ne pouvait pas se développer dans le contexte professionnel français. Or, le pourcentage de cas constatés dans notre pays n'est plus anecdotique aujourd'hui puisqu'on évalue à plus de 3 millions le nombre de Français qui ont un risque élevé de faire un burn-out. Souffrance insidieuse et produit du surengagement de salariés dans leur travail, le burn-out est certes lié à des caractéristiques individuelles, mais il provient essentiellement de causes organisationnelles qui peuvent être prévenues et maîtrisées. C'est justement parce que l'épuisement professionnel concerne avant tout des salariés fortement dévoués dans leur travail que ceux-ci trouvent leur gratification à leur surengagement qu'ils sont rarement les mieux à même de repérer les risques encourus comme les moyens de les diminuer. Pour ces raisons, de nombreux acteurs de la santé au travail se sont engagés dans un appel pour la reconnaissance de cette pathologie dans le tableau des maladies professionnelles. Pour autant, les facteurs organisationnels, charge de travail, objectifs à atteindre, moyens de mise à disposition sont déterminants dans l'émergence du burn-out. Il faut donc s'interroger sur les contextes professionnels générateurs d'épuisement professionnel pour arriver à négocier et mettre en place des dispositifs de prévention. Alors on va tout de suite parler du programme de cette conférence. Alors à 15h30 a eu l'accueil des participants. Ensuite de 16h à 17h30, il y avait une première conférence qui s'intitulait Burnout état des lieux, qui était animée par l'EDEC Business School. Ensuite, il y avait de 17h30 à 18h30 une deuxième conférence, comment mettre en place des actions de prévention, qui était animée par l'Institut régional du travail de Aix-en-Provence. Ensuite, de 18h45 à 19h30, il y avait un débat de société animé par l'EDEC Business School. Et ensuite, de 19h30 à 20h, il y avait une synthèse et conclusion. Voilà.
closing their heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who he's going to be. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of the star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret of a star is a temptation. Alors je vous propose d'écouter quelques extraits de cette conférence sur le burn-out. Commençons par la première partie, burn-out, état des lieux. Ou bien à la maison, vous bougez plus. Et en fait, vous n'avez rien vu venir. Et je crois qu'il est extrêmement important de comprendre toutes ces pathologies. Et c'est pas que mon approche, et c'est bien qu'on soit différent, qu'on ait des positions différentes, parce que moi, ma position clinicienne, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir, eh bien, sur le lieu de travail, ils n'ont rien fait passer. C'est-à-dire que ça avait l'air d'aller jusqu'au jour où ils ont craqué, les collègues n'ont rien vu, ou n'ont pas voulu voir parce que eux-mêmes sont déjà en train de pédaler très très vite. Et je crois qu'il faut qu'on ait un regard beaucoup plus fin sur ces pathologies pour pouvoir mettre en place de la... Et il faut que ce soit reconnu. Mais effectivement, si je vous ai parlé de ces difficultés de définition, c'est que pour ça, il faut qu'on précise les définitions. Il faut qu'on y travaille. Parce que Jean-Claude vous a dit épuisement professionnel ou stress post-traumatique. C'est très très difficile à reconnaître. Dans les débats qu'il y a eu sur le DSM-5, le DSM qui vient de passer la classification internationale des maladies mentales, ça n'a pas été reconnu, mais il y a eu de grands débats là-dessus. Et par contre, le harcèlement a été partiellement reconnu comme étant ostracisme sur le lieu de travail, etc. Donc, il faut qu'on continue à travailler ensemble pour faire évoluer. Il est incontestable que c'est quelque chose qui a émergé très très vite, que c'est là maintenant, et que
on doit faire quelque chose maintenant. Alors on peut après discuter sur des nuances, mais il est incontestable qu'il y a quelque chose à faire et que ça doit être fait le plus rapidement possible, parce que les médecins du travail on va les voir beaucoup trop tard. Effectivement, le problème des CHSCT, etc., on en reparlera après, mais je pense qu'il y a de quoi débattre, en tous les cas, de façon... Enfin, le débat est ouvert, on va dire. Merci de votre contribution. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Écoutons maintenant l'intervenant Bernard Salengro. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs d'avoir réalisé cette, excusez-moi pour m'avoir enroué, cette manifestation dans ces lieux. J'en suis particulièrement heureux.
Pourquoi? Parce qu'en tant que médecin du travail, en tant que professionnel, c'est affreux ce qu'on entend, et c'est une patate chaude, on ne sait pas quoi en faire. En plus, les patients nous le disent, on s'en rend compte, mais ils ne veulent pas qu'on le dise. Donc on est très embêtés, c'est une patate chaude. Et en tant que syndicaliste, puisque je suis président du syndicat des médecins du travail, CGC, c'est collectif, c'est tous les médecins du travail qui ont cette patate chaude. Donc il faut qu'on interpelle les pouvoirs publics, c'est pour ça qu'on appuie massivement cette pétition et ce mouvement, parce que c'est pas des histoires de chasse, c'est pas un cas ici et là. Et le fait d'être ici à l'EDEC me conforte d'autant plus que c'est demain les futurs candidats au burn-out qui sont devant moi. Parce que c'est ceux qui s'engagent beaucoup qu'on retrouve dans les écoles de commerce. Et en même temps, c'est ceux qui seront responsables de créer les conditions du burn-out. Parce qu'ils seront gestionnaires, ils seront patrons, et ils seront organisateurs. On ne se rend pas compte de l'évolution considérable des conditions de travail. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que dans le bâtiment où il y a de la manutention. Partout maintenant, ça se transporte tout seul, il y a des chemins, il y a des clarks, il y a tout ce qu'il faut. De plus en plus, on cerne les produits chimiques et les problèmes physiques, et s'ils ne sont pas cernés, c'est qu'on n'applique pas les textes. Mais les textes, ils existent, et les métiers, ils existent. Par contre, tout ce qui concerne les conditions de travail, psychiques, relationnelles, organisationnelles, comportementales, tout ça, rien n'est fait. Regardez un petit peu toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant d'informations dans nos cerveaux et de contradictions et de jeux contradictoires dans nos cerveaux qu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'ils avaient froid, qu'ils avaient chaud, que c'était dur, qu'ils se cassaient le dos, qu'ils se bagarraient, etc. Mais dans la tête, c'était clair, c'était tranquille. Il n'y a jamais eu autant d'instabilité qu'au jour d'aujourd'hui. Or, le problème de fond, et c'est ce qui nous rassemble, c'est de considérer ces conditions de travail, psychiques, organisationnelles, relationnelles, etc., comme des conditions de travail, au même titre que la charge du poids du sac de ciment, au même titre que le taux de vapeur de benzène, au même titre que le nombre de décibels, etc., etc. Et que ça se négocie dans le cadre du CHSCT, dans le cadre des relations IP employeurs, dans le cadre du travail du médecin du travail. Au jour d'aujourd'hui, quand un médecin du travail parle de dire à un employeur, bon, on a vu le bruit, on a vu la charge, etc., il faut qu'on voit l'organisation. L'autre, il lui dit, alors ça, c'est pas ton rayon. Mais si. C'est même tellement notre rayon que la loi vient de changer en donnant au médecin du travail un devoir d'alerte. Quand le médecin constate qu'un bonhomme ne va pas bien, ça c'est logique, mais qu'une organisation n'est pas pathologique, il fait un papier, il l'envoie à l'employeur, et ce papier est à disposition des représentants du personnel et de l'inspection du travail. Ça commence à savoir. C'est redoutable parce que c'est un document médico-légal très lourd. Alors on a l'impression, est-ce que ça évolue tellement que ça, mais regardez autour de vous. La société a changé. Il y a une révolution industrielle énorme du travail tertiaire. Et elle est aussi forte que la révolution industrielle du siècle dernier, qui a pris les carrossiers, qui étaient fiers de leur travail, qui se reconnaissaient dans leur travail, qui les a mis en œuvre chez Citroën. Pareil pour les brouliers, pareil pour les menuisiers. Actuellement, avec toutes ces merveilleuses machines que sont les PC, les ordinateurs, les téléphones portables, etc., qui imposent leur rythme, qui imposent leur méthodologie, etc., on rentre dans un système pareil. Et on n'a pas encore fini avec les robots. C'est pour demain. Et bon. Mais aussi, on a une révolution managériale. Avant, il fallait bien produire de bonne qualité, etc. Et si ça marchait bien pour la bourse, c'était tant mieux. Secondairement. Maintenant, c'est le coup de bourse d'abord. Que ça se fasse avec la production, ou en se coupant un bras, ou en licenciant un paquet de choses. C'est plus la même logique. Et les gens ont du mal à se reconnaître. En plus, c'est une révolution managériale, en sens que c'est de plus en plus manipulateur. On fait rêver les gens. Vladimir Rigoyen le disait tout à l'heure. On les fait rêver, on leur crée des châteaux en Espagne, on leur fait intégrer les gendarmes en eux-mêmes.
ils ont plus l'autorité extérieure, on leur fait intégrer par toute une logique, tout un discours managérial qui est redoutablement manipulateur. Tout ça, c'est, comment dire, c'est un bouleversement qu'on mesure à peine. Et il nous faut des outils pour ça. Et le problème, c'est que tout l'impact de ces organisations, de ces outils, de ces jeux de rôle qu'on crée, eh bien, on n'a pas de pression pour introduire, pour faire modifier la chose. Alors un petit peu, maintenant on rentre dans les écoles de commerce, ça m'arrive de participer à plusieurs tables rondes dans les écoles de commerce, et c'est toujours l'effroi chez les étudiants, parce qu'ils disent, tiens, mais c'est tout à fait l'inverse de ce que j'ai appris dans le cours de la veille, mais il faut au moins que le message petit à petit rentre. Mais là, et c'est là où l'idée de cette pétition pour demander la maladie professionnelle est très importante. En demandant une reconnaissance en maladie professionnelle, et ça les experts nous bâtiront un tableau comme il faut, eh bien, on rend la prévention rentable. Et comment ça marche? Eh bien, quand vous êtes reconnu en maladie professionnelle, le salarié est un peu mieux indemnisé. Bon, c'est logique. Mais surtout, c'est l'employeur qui paye, c'est plus la Sécu. Parce que dans la sécurité sociale, il y a deux régimes, il n'y en a pas qu'un. Il y a le régime de l'assurance maladie qui est une super mutuelle où tout le monde paye, cotisation directe, indirecte, CSG, tout ça. Et c'est les salariés qui payent. Et la branche accident de travail, où c'est les employeurs qui payent plein pot. C'est une assurance obligatoire des employeurs par rapport au risque qu'ils créent. Pour les accidents de travail, il faut que ça survienne brusquement, ou les maladies professionnelles, et pour que ça soit reconnu en maladie professionnelle, il faut que ça rentre dans un tableau. Pour que ça soit là un tableau, il faut que d'éminents experts, psychiatres, médecins du travail, syndicalistes se mettent d'accord, et c'est loin d'être le cas, pour que ça soit reconnu. L'intérêt de la chose, c'est que, comme l'entreprise à ce moment-là aura une surcotisation, et que alors à ce moment-là, l'entreprise est une merveilleuse machine économique, dès lors qu'on rentre dans sa logique économique, elle comprend tout et elle trouve des inventions merveilleuses. Tant que c'est des discours, la main sur le cœur, l'humanité, etc., ça lui passe et ça glisse comme l'eau sur les plumes du canard. Donc c'est l'intérêt de la maladie professionnelle, c'est que ça rendra la prévention rentable. Parce qu'à ce moment-là, en faisant de la prévention, ça évitera à l'entreprise d'avoir une surcotisation. Et en plus de ça, les derniers chiffres, et retenez-le bien, les derniers chiffres de la Commission européenne ont montré que 1 euro investi permet une économie de 13 euros. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Dites-moi, vous qui êtes dans les écoles de commerce, quelle est l'activité qui a cette rentabilité-là?
Continuons les extraits de cette conférence avec les réponses d'un intervenant suite aux différences d'échange avec la salle. Il explique l'importance de la reconnaissance au travail. Je voulais répondre rapidement à différentes thématiques qui ont été abordées. Alors sur la question de la qualité empêchée développée par mon ami Flo, il n'y a aucun souci, on avait 10 minutes d'intervention, on ne peut pas traiter toutes les théories. Déjà, vous voyez comme la richesse du sujet, comme le disait Mario, il ne faudrait pas qu'on fasse une demi-journée, il faudrait qu'on fasse au moins une journée sur ces thèmes-là. Mais vous avez tout à fait raison. Le fait de ne pas pouvoir avoir les moyens, le temps, les conditions pour faire un travail de qualité, effectivement, peut nuire à l'individu à partir du moment où il est en décalage avec sa représentation du travail qu'il effectue par rapport au travail qu'il devrait effectuer. Maintenant qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, et je salue donc les travaux de Yves Clos, même si on n'est pas toujours d'accord, et même si quelquefois il m'égratigne un peu, mais ça c'est autre chose. Sur la question des sportifs de haut niveau, c'est effectivement un bon parallèle parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, il faut avoir la dimension physique d'un sportif de haut niveau pour tenir le rythme qui est imposé. Or, le travail n'est pas une activité de sportif de haut niveau. Le travail, c'est un travail que chacun doit pouvoir à son niveau tenir. Donc, de ce point de vue-là, le parallèle que vous avez fait est tout à fait juste. Et il faut encore une fois raisonner pour pouvoir revenir à des dimensions plus humaines en considérant avec une véritable attention les individus. Je crois que notre société, avec les urgences qu'elle vit, du fait de y compris l'accélération du temps permise par les nouvelles technologies, souffre d'un véritable manque d'attention aux autres. Il faut véritablement retrouver l'attention aux autres. Ça, c'est fondamental. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé cette attention aux autres, on aura des dérives, on aura des accidents, on aura, comme le témoignage de cette dame, vraiment des cas terrifiants. Alors, sur la question du harcèlement et du burn-out, je réponds rapidement parce que mon ami Marie-France a répondu. Non, ce que j'expliquais, c'est que dans ce cadre-là, je dirais, des différentes phases de l'épuisement professionnel, souvent survenaient des problématiques du harcèlement. Ça ne veut pas dire que ces deux phénomènes sont identiques. Hein. On a effectivement très souvent, on l'a vécu nous aussi très souvent dans nos missions d'expertise, je dirais souvent développées dans le cadre des CHSCT, des cas effectivement de personnes, comme vous les avez citées, un peu particulières, pervers narcissiques, qui en fait peuvent avoir, de par leur attitude, générer des conséquences dramatiques sur la vie professionnelle de leurs semblables. Donc, je pense que là-dessus, Marie-France a répondu, je n'y reviens pas. Alors, dernière question, la question pourquoi une reconnaissance. Je vais vous dire, je pense qu'on ne pourra pas échapper très longtemps, vu les accélérations, vu les tensions qu'il y a dans notre société, et pas simplement, Marie-France a donné, je dirais, un cadre international. On pourrait rajouter, par exemple, qu'au Danemark, ils viennent de créer un tableau, ils ont créé un tableau pour la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel, qui marche d'ailleurs très bien. Donc, dans différents pays, se posent ces questions-là, pas simplement dans notre pays. On voit bien qu'il y a une vraie question, quel travail on veut faire, pour quelle vie on veut avoir. C'est ça la question. C'est la question à la fois de la multitude et la question de la régulation qui devra être menée. Le fait est que, il faut dire les choses comme elles sont, il y a des milliers d'entreprises où il n'y a pas de burn-out. Il y a des milliers d'entreprises où ça se passe très bien, où les gens sont heureux au travail. Alors nous, on est en train de finir une étude sur le bonheur au travail. Vous voyez, donc dans les entreprises, les secrets des collectifs heureux. Il y a des tas d'entreprises où ça se passe très bien. Et puis vous avez des entreprises qui égrènent des dizaines de cas. C'est ça la vérité. Donc il faut qu'on puisse, à un moment donné, quelque part, ramener à la raison, en parlant, comme le dit tout à fait justement Bernard, le langage des chiffres à des personnes qui ne tiennent pas suffisamment en compte l'humain au sein de leur entreprise. Et effectivement, que ces personnes soient amenées à payer des cotisations supplémentaires parce qu'elles ont généré des dégâts, ça me paraît normal. Et là encore, on peut très bien se dire, ça sera dans 2 ans, on leur donne le temps de s'adapter, on peut le faire progressivement. L'idée, c'est d'avoir à un moment donné, de marcher sur 2 jambes. La première jambe, c'est la prévention.
il y a des tas de choses à faire. Et de ce point de vue-là, moi, je suis à fond pas en désaccord avec ce qu'a dit Mario. Nous, on travaille sur le collectif, sur la prévention collective, etc. Il y a les deux genres. Il y a la prévention et il faut, y compris quelque part, en aval, avoir une petite sanction si on veut faire en sorte que les choses, elles bougent. Sinon, elles ne bougeront pas. Ça sera, comme le dit Bernard, j'aime bien la formule, le cœur sur la main. Bon, effectivement, si on fait simplement, je dirais, des demandes, si on n'a pas une petite contrainte, on ne pourra pas y arriver. Voilà. Alors, c'est pour ça que, y compris la reconnaissance est importante. Pourquoi? Parce que derrière la reconnaissance, il y a la question de la responsabilité. Aujourd'hui, personne n'est responsable, si ce n'est la personne qui s'est mise en danger. C'est vous qui êtes responsable, vous êtes fragile. Vous voyez ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on a dit à Aude. Donc le problème, c'est celle de la responsabilité. À partir du moment où vous aurez la possibilité d'avoir, et je suis persuadé que ça va aller vite maintenant, que ce soit par la création d'un tableau, ou que ce soit par le fait qu'on fera sauter le seuil des 25, moi je me base sur les deux aspects. Eh bien, vous verrez qu'à partir du moment où il y aura beaucoup plus de reconnaissance de pathologies au titre des maladies professionnelles, à partir du moment où cette reconnaissance se fera, on aura beaucoup plus, y compris, de mise en responsabilité de gens qui ne sont pas suffisamment humains pour considérer les autres comme des autres humains au sein de l'entreprise. Et à partir de là, les choses changeront. Parce que derrière la reconnaissance en maladie professionnelle, il y a la responsabilité, il y a l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail qui pèse sur l'employeur. Voilà pourquoi il faut aller vers là. Pour l'instant, c'est hors des radars. Comme le dit Bernard, c'est hors des radars. Ça n'apparaît pas. Il y a des entreprises, on sait qu'il y a des dizaines de burn-out, mais ça n'apparaît pas. Ce n'est pas calculé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit aujourd'hui, il y a 3 millions de dépressions dans notre pays, dépressions ordinaires. Parmi ces dépressions ordinaires, il y en a X, on ne sait pas lesquelles, qui sont d'origine professionnelle. Mais comme on n'a pas de classification, on ne peut pas les compter. Et ces dépressions, elles sont à la charge de qui? De vous, de nous tous. Et il n'est pas normal que l'on ne puisse pas les faire surporter plus aux entreprises les dégâts générés, mais surtout que l'on ne puisse pas mettre en débat, parce que la vraie question, elle est là. À partir du moment où ça n'apparaît pas, il n'y a pas la possibilité de prévenir, d'engager des débats au sein des entreprises pour faire en sorte qu'on tarisse les causes. Les causes, c'est des exigences professionnelles, c'est des mauvaises conditions de management, c'est des moyens insuffisants, c'est une mauvaise régulation de la charge de travail, c'est le non-respect de la vie professionnelle, de la vie privée, c'est l'insuffisance de travail, par exemple d'accords de travail à distance, etc. Il y a énormément de choses à faire. Mais là, encore une fois, il faut pouvoir mettre tout ça en visibilité. Voilà pourquoi la reconnaissance est importante. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Oh, please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Somewhere dived in your despair, everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh,
not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your Écoutons un dernier extrait de cette conférence sur le burn-out avec les réponses d'un intervenant suite aux différents échanges avec la salle. Je vais rebondir juste sur cette thématique. Il ne faut pas oublier quand même que dans nos entreprises et dans les directions ou dans les autres services publics, nous avons quand même la possibilité de faire appel à tous les acteurs préventeurs. On a parlé du métal, il ne faut pas oublier les correspondants sociaux, les assistantes sociales. On a quand même des leviers sur lesquels on peut intervenir. Et nous, même en tant que collègues, si on voit un collègue qui arrive dans le bureau tous les matins pratiquement, ou une collègue en larmes parce qu'elle n'en peut plus, je dirais que sans outrepasser notre droit, mais c'est aussi quelque part à nous, salariés, d'interpeller les acteurs préventeurs en disant voilà, attention, on a une collègue tous les matins, elle arrive en pleurs. Il y a quelque chose, soit effectivement il y a une problématique managériale, ça peut arriver. On le voit au jour d'aujourd'hui, parce que quand on regarde les écoles, et je dirais que de l'extérieur, j'ai entendu certains propos, je ne la citerai pas, c'est une école qui est à Grenoble, où quand les élèves sont arrivés dans l'école le premier jour, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts, vous êtes l'élite de la nation. Je l'ai entendu, de la part du directeur, à des gamins qui avaient 16 ans. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans certaines écoles de l'administration, on le sait très bien. Les agents, je dirais cadre C, voire cadre B, vous êtes des moins que rien. Quelquefois, ça arrive. On entend ces discours-là dans les écoles. Il ne faut pas se voiler la face. La problématique, elle n'est pas dans les entreprises au jour d'aujourd'hui. La problématique, elle est dans les écoles de formation, où effectivement, à un moment donné et à un temps donné, les écoles de formation ont un rôle à jouer en disant attention, les salariés, c'est pas du détail. C'est pas une machine informatique où on peut changer le cerveau. Les salariés, on ne change pas une tête comme ça. La problématique, c'est qu'à l'intérieur de l'entreprise, on va arriver à un souci. Et le souci, c'est le burn-out, c'est le suicide et c'est une famille en deuil. Ça, c'est la difficulté. Mais les écoles sont à ce niveau. C'est la fin de cette émission Radio Reportage VIP spéciale conférence de presse sur le burn-out qui a eu lieu le 15 janvier 2015 sur le campus niçois de l'EDEC Business School avec la participation du cabinet Technologia et de l'Institut régional du travail de Aix-en-Provence. Merci à nos deux animatrices présentes avec moi sur place, Muriel et Sandrine, qui m'ont aidé à préparer cette émission radio. Remerciements également à nos artistes musicaux, Alvaro Esdras, M. Boudax, Pascal, Claude Formentin, Sarah Champin, Ludovic Formentin et DJ Wallace qui nous ont accompagnés en musique. À bientôt sur l'antenne de vipradioonline.fr pour un prochain reportage. C'était Jérôme en direct et en podcast depuis l'EDEC à Nice.